Ce que je veux dire, évidemment, ces deux nouveaux types de fondamentalisme dont je parle ne sont pas nés de rien en 1980. Ils ont des racines beaucoup plus anciennes. Il y a d'un côté l'achèvement, si l'on peut dire, du capitalisme marchand en capitalisme rentier et financier, et ce tournant des années 80 est très important dans la mesure où on assiste à la fin de la période keynésienne du capitalisme régulatrice et national pour un capitalisme transnational, rentier et essentiellement financier et non plus axé sur la production, totalement dérégulé et qui profite de la révolution numérique et de la révolution technologique pour se mondialiser à l'extrême. Or, en quoi ce type de capitalisme qui crée en fait un individu mondialisé dont le seul horizon politique possible est la consommation, il n'y en a pas d'autre, en quoi est-ce pour moi un fondamentalisme? C'est que d'abord, il est fondé sur le postulat de il n'y a pas d'autre choix que celui-là, d'une part, et d'autre part, il délégitime toute opposition possible, même au sein du capitalisme. Donc ce mode contemporain, actuel, de capitalisme que j'appelle le Dieu marchand, et s'est transformé en une sorte de théologie. Et c'est pourquoi je l'appelle un fondamentalisme. De l'autre côté, ils n'ont pas parti lié au départ, bien sûr, du fait d'un certain nombre de crises, qui est la crise et la fin des messianismes laïques, comme celui qui a été le communisme, qui est la fin de l'État régulateur. Eh bien, dans ces vides laissés par des faillites successives, ont surgi des modalités politiques, disons, de formation politique, de mouvement politique, même si elles ont des antécédents bien antérieurs d'explications religieuses du monde. Et donc, on a vu émerger, à la faveur de ce que j'appelle cette révolution conservatrice, des fondamentalismes prenant pour paradigme le religieux, que ce soit les fondamentalismes du monde islamique, bien entendu, l'islam politique et ses dérives salafistes et djihadistes, et de l'autre côté, dans les pays occidentaux, essentiellement en Amérique, les fondamentalismes de type évangéliste et pentecôtiste. Et donc, on a ces deux types de fondamentalisme dont je dis qu'ils appartiennent, qu'ils sont issus des pensées postmodernes, puisqu'ils récusent un certain nombre de fondamentaux de la modernité. Et en fait, ces fondamentalismes ne sont pas du tout opposés, parce que quand on les regarde entre eux, c'est très intéressant d'en observer à la fois le discours et le fonctionnement. Si l'on prend les fondamentalismes religieux, que ce soit l'islam politique, tous les mouvements issus de l'islam politique, ou que ce soit les fondamentalismes de type évangélique, on s'aperçoit que dans le domaine économique, ils sont ultra-libéraux. Ils ne récusent en rien la doxa ultralibérale du capitalisme rentier et financier d'aujourd'hui. Donc ils peuvent très bien, ils peuvent très bien coexister avec ce type contemporain de capitalisme. Ils n'ont aucune prétention et aucune ambition, bien au contraire, de s'ériger contre ce monde marchand. Donc, c'est en cela que j'ai dit qu'ils sont complémentaires. De l'autre côté, ce type de capitalisme marchand contemporain ne récuse absolument pas ces fondamentalismes, dans la mesure où, au contraire, il peut très bien fonctionner avec eux. Ces fondamentalismes ne portent pas de projet social, de projet de contestation et de révolte sociale, absolument pas. Donc la mondialisation financière, et l'on en a plusieurs exemples, s'accommode très bien d'États islamistes ou d'États extrêmement rigoristes. Il suffit de prendre les alliances privilégiées qu'entretiennent les pays occidentaux, par exemple avec les monarchies pétrolières du Golfe. Ou bien, autre exemple, le succès qu'a en Occident la finance islamique, qui est aujourd'hui un des musts de l'ingénierie financière actuelle. Et les banques occidentales n'ont aucun problème avec la finance islamique. Donc voilà en quoi je dis que, en fait, il y a une sorte d'intrication entre ces deux
modalités de, de la non-démocratie contemporaine, en définitive. Et il serait faux de croire que l'on a d'un côté un capitalisme moderne, marchand, qui serait l'apanage du monde occidental, et de l'autre côté un obscurantisme moyenâgeux qui serait l'apanage, disons, en majorité des sociétés du monde arabo-musulman. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La postmodernité est l'ensemble des postures intellectuelles, au départ, qui critiquent la modernité, qui ont critiqué la modernité, cette modernité issue des Lumières. Donc il y a beaucoup de formes de postmodernité. Et toutes ces formes de postmodernité, évidemment, ne disent pas la même chose. Celles que j'analyse dans mon ouvrage. Évidemment, je ne fais pas une critique globale de toutes ces postures de critique de la modernité. Celle que j'analyse dans mon ouvrage, c'est une certaine postmodernité, c'est-à-dire celle qui récuse l'universel, qui récuse l'universalisme au nom des particularismes et des spécificités de chaque culture, de chaque société. Mais où est le problème dans cette postmoderne, dans cette catégorie-là des pensées postmodernes? C'est que non seulement, évidemment, il n'y a plus d'universel, il n'y a plus de genre humain, on ne pense plus le genre humain, mais il y a aussi le fait que ces cultures sont, d'une part, considérées comme intransgressibles et il ne peut pas y avoir de communication entre elles, elles ne peuvent pas s'entremêler, ce sont des domaines clos, et que d'autre part, les cultures sont réduites à la religion dominante de ces aires culturelles. Donc aujourd'hui, on ne parle plus qu'en termes de religion, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les juifs, enfin ce que vous voudrez. Et donc évidemment, vous avez là une clôture de la pensée extrêmement importante et un différentialisme culturel qui, dans cette ambiance-là, fait penser que, eh bien, chaque peuple, chaque culture est assignée à l'idéologie produite par sa religion dominante et donc ne saurait transgresser cette idéologie propre à sa religion dominante. Et voilà pourquoi une bonne partie des penseurs occidentaux aujourd'hui pensent que le destin, je dirais presque naturel, des sociétés musulmanes est d'avoir des régimes politiques islamistes. Alors, vous avez d'un côté ce que j'appelle le fondamentalisme marchand, du Dieu marchand, qui assigne comme horizon à l'humanité d'être un consommateur contraint et de souscrire à cette société fragmentée, mondialisée mais fragmentée de la consommation. De l'autre, des idéologies conservatrices, des idéologies fondamentalistes fondées sur le paradigme religieux. Où est la modernité dans tout ça? Elle n'est plus l'Occident, qui s'est pourtant fait pendant plusieurs siècles le porteur des principes de la modernité, la liberté, l'égalité, l'universalité des valeurs, aujourd'hui n'est plus porteur de rien du tout en réalité, puisque d'une part, il est décentré par rapport aux grandes dynamiques mondiales, l'Occident commence à se décentrer, et puis d'autre part, puisqu'il n'a plus de discours. Il n'a plus de discours lisible dans la mesure où ses intérêts, ou ce qu'il croit être ses intérêts, interdisent tout discours clair d'énonciation de la modernité. Mais pour autant, et les révolutions arabes l'ont montré, ce que l'on a appelé les révolutions arabes l'ont montré, eh bien, il y a dans le monde arabe, mais on pourrait trouver d'autres régions des Suds également, des mouvements extrêmement importants, dont on sous-estime, je pense, l'importance dans les pays occidentaux, qui se battent au nom, justement, de ces valeurs, de ces principes universels dont on a un peu perdu le sens en Occident. Donc c'est pourquoi je dis que ces formes, des modernités nouvelles peuvent naître de ces mondes du Sud au prorata de leur désertion par l'Occident. Alors sous quelle forme? On verra bien sûr, puisque ce sont ces mondes du Sud qui inventent de nouvelles trajectoires de modernité tout en, évidemment, se réclamant de ces principes. Parce que je crois que ces principes universels, eux, ne changent pas. En revanche, les trajectoires d'accès à ces principes universels changent et les trajectoires qu'a connues l'Occident ne sont pas forcément celles du reste du monde.
Eh bien justement, c'est du fait de ce que je disais il y a un instant, c'est que ce que l'on a vu dans les révolutions arabes, c'est que des populations, des sociétés se sont soulevées contre les dictatures au nom de la liberté, au nom de la dignité, au nom de la justice, au nom de l'égalité. Tout ça, ce ne sont pas des valeurs spécifiques, ce sont des principes universels. N'importe quelle société aurait pu se soulever au nom de ces principes-là. On l'a vu d'ailleurs dans les mouvements des indignés en Occident, etc. Donc, c'est aujourd'hui, le monde arabe est un des lieux du monde, du fait des soulèvements qu'il a connus depuis 2011, où on peut voir à l'œuvre, en, en live, comme disent les techniciens de l'audiovisuel, où l'on peut voir à l'œuvre justement les ambiguïtés, les antinomies, les contradictions de ces trois acteurs du monde d'aujourd'hui, les deux fondamentalismes dont je vous parlais, les fondamentalismes à paradigme religieux, dans ce cas l'islam politique et ses excroissances délirantes que sont les salafismes et les djihadismes, l'intrusion du modèle de consommation occidentale qui est un modèle absolument destructeur des sociétés et des aspirations à la liberté, des aspirations aux principes universels qui peuvent changer la donne sur le long terme dans le monde arabe. Alors évidemment, on ne peut pas faire de bilan aujourd'hui, c'est impossible. Cette séquence historique dans laquelle est entré le monde arabe est une séquence récente, elle a commencé il y a 4 ans, mais je crois qu'il faut l'observer de façon extrêmement attentive pour justement essayer de voir comment fonctionnent, comment s'affrontent eh bien, les principaux acteurs à l'œuvre aujourd'hui.